Qu'est-ce que serait C0 Academy si on ne faisait pas une vidéo dédiée au Bitcoin? Et oui, la reine de toutes les reines des crypto-monnaies. Eh ben, il faut qu'on regarde ça, évidemment. Aujourd'hui, ça me paraît indispensable. Comprendre et connaître le Bitcoin, c'est tout simplement les bases, je dirais, de l'univers crypto-monnaie. Allez, on regarde ça tout de suite. Let's go! Bitcoin est donc une crypto-monnaie, cependant appelée crypto-actif par l'ensemble des régulateurs, car ils considèrent que le Bitcoin n'a pas les paramètres nécessaires pour être considéré comme une monnaie. Ceci est un débat relativement compliqué qui a été présenté en 2008 par quelqu'un ou un groupe s'appelant Satoshi Nakamoto. On a de gros doutes de savoir qui est derrière ce projet, mais aucune confirmation. Tout est fait pour brouiller les pistes, de façon, je dirais, à montrer qu'on est sur un projet qui est dit décentralisé, donc qui n'appartient à personne, avec aucun auteur défini. Donc décentralisé, pour rappel, ça veut dire tout simplement qu'on n'a pas un actif qui est géré par une entreprise ou une banque ou voire une banque centrale. C'est-à-dire qu'en fait, les utilisateurs de la crypto-monnaie sont tout simplement ce réseau globalement et donc les régulateurs de ce réseau. Et c'est ça qui a évidemment fait la force du Bitcoin. Donc, comme je disais, présenté en novembre 2008, puis le code source partagé en 2009, voilà qu'est né ce fameux Bitcoin. Mais contrairement à ce qu'on croit, le Bitcoin en réalité n'est pas la première crypto-monnaie. Au contraire, il s'est basé sur différents projets, différents travaux qui lui ont permis de prendre vie tout simplement. Bitcoin, pour faire simple, c'est une évolution d'un projet qui s'appelait Bimoney, datant de 1999, et de BitGold, qui lui a été présenté en 2005. Cependant, Bimoney, lui, demandait tout simplement de verser des dépôts de garantie, concept que vous connaissez plus ou moins avec le Proof of Stake, même si c'était pas tout à fait la même chose, et BitGold, lui, amène l'idée de travailler tout simplement avec la preuve de calcul. Et ça va vous rappeler un consensus de validation de transactions utilisé justement par notre fameux Bitcoin. C'est donc le 3 janvier 2009 qu'apparaît le premier bloc de notre Bitcoin, qu'on appelle le bloc Genesis, qui permet tout simplement de lancer ce réseau Bitcoin officiellement. Cependant, évidemment, il va utiliser son propre ordinateur pour pouvoir créer les premiers Bitcoins, donc ce qu'on appelle le minage, et c'est en février, donc un mois après, qu'il partage le logiciel à tous ceux qui veulent participer au réseau, et donc de commencer à créer justement ce concept décentralisé où plusieurs personnes peuvent participer au réseau. Le consensus de validation, qui s'appelle donc le Proof of Work, donc la preuve de travail, se déploie donc de plus en plus sur différentes adresses, donc différents utilisateurs. Là où les personnes se cachant derrière ce pseudo de Satoshi Nakamoto ont continué à travailler sur ce logiciel jusqu'en 2010. Et ensuite, évidemment, ce sont les communautés qui se sont accaparées le projet pour le faire évoluer. Oui, car contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, le Bitcoin continue à évoluer. Il y a encore évidemment des décisions prises et la dernière évolution a été extrêmement importante au moment où je fais cette vidéo. Ça a permis tout simplement de mettre en place l'implémentation de ce fameux Lightning Network pour permettre de faire des paiements Bitcoin sans avoir les contraintes de lenteur du réseau Bitcoin. Donc, une sacrée évolution qui pourrait révolutionner le quotidien des utilisateurs du Bitcoin dès les prochaines années. Donc, pour bien comprendre, le Bitcoin, pour pouvoir valider une transaction, par exemple, je vais envoyer du Bitcoin à un ami sur une adresse, il faut que quelqu'un valide justement cette transaction. Et ce sont toutes les personnes qui participent au réseau grâce à des logiciels qui vont, grâce à des calculs, valider la transaction que je réalise avec cette personne. Et cela s'appelle faire du minage, ce fameux concept très décrié pour son aspect écologique. En réalité, ce n'est pas forcément vrai, ou en tout cas, ça l'est de moins en moins, puisqu'on trouve une façon de pouvoir utiliser cette énergie pour en effet valider les transactions Bitcoin, mais également pour l'utiliser sur d'autres choses. Donc cet aspect écologique est de moins en moins valable en termes d'arguments anti-Bitcoin. Et donc on a X validateurs, et celui qui arrive à résoudre le calcul mathématique le plus rapidement est récompensé par la création de nouveaux bitcoins mis en circulation, plus les frais de transaction payés par une personne. Quand j'envoie à mon ami, j'ai des frais évidemment pour lui envoyer
du Bitcoin sur son adresse. Et donc le Bitcoin, pour bien comprendre, on ne pourra pas aller au-delà de 21 millions de Bitcoin, mais forcément, à force de créer du Bitcoin, on va les atteindre. Alors aujourd'hui, on parle de 2140, mais on ne sait pas, peut-être que ça va s'accélérer dans le futur. C'est très difficile à imaginer. Cependant, derrière, quand il n'y aura plus de Bitcoin créés pour récompenser les mineurs, malgré tout, il y aura des frais de transaction sur lesquels les mineurs seront payés. Donc, même quand il n'y aura plus de Bitcoin à écrire, il restera toujours des récompenses possibles. La question sera, est-ce que le Bitcoin sera suffisant en termes de revenus pour avoir toujours autant de mineurs dans le futur? Cependant, d'ici là, il y aura peut-être des évolutions évidemment de la blockchain. Et tous les 4 ans, il y a ce qu'on appelle le halving. Les récompenses sont divisées par 2. Les récompenses, celles des Bitcoins créés en plus. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a de moins en moins de Bitcoin qui se rajoutent en circulation. Aujourd'hui, on a 19 millions de Bitcoin en circulation. Le maximum est de 21 millions. Mais comme on atteindra les 21 millions qu'en 2140, donc dans plus de 100 ans, j'imagine que tu comprends bien que l'aspect inflationniste du Bitcoin est quasiment nul. Ce qui est un argument de taille, c'est exactement un petit peu le même concept que l'or. Plus on trouve de l'or, moins il y en a évidemment. Et indirectement, ça travaille un petit peu sur ce concept de rareté. Et c'est pour ça évidemment que le Bitcoin est souvent comparé à l'or, car finalement les deux sont relativement proches. À une seule différence, c'est que si on est capable demain de créer de l'or artificiellement en Bitcoin, en revanche, on ne pourra pas le faire. Il y a donc une sécurité supplémentaire par cet aspect numérique au niveau du Bitcoin par rapport à l'or. Si tu veux acheter du Bitcoin, il y a plein de façons de faire. La plus simple, c'est tout simplement de t'inscrire sur un exchange centralisé. Pour les plus connus, Binance, Get.io, KuCoin, tu as les liens en description. C'est simple, s'il y a une crypto-monnaie que tu trouves partout, c'est évidemment le Bitcoin qui domine largement aujourd'hui le marché des crypto-monnaies et de plus en plus de monde considère d'ailleurs qu'il y a le Bitcoin et les crypto-monnaies, mais que le Bitcoin est encore quelque chose d'à part. Et c'est évident, quand on voit l'ensemble de l'univers des crypto-monnaies, plus de 95% des crypto-monnaies suivent le cours du Bitcoin et cela devrait durer encore quelques temps. Tu peux aussi en avoir en décentralisé, mais c'est beaucoup plus dur à trouver que d'autres crypto-monnaies. Mais par exemple, si tu prends le wallet Trust Wallet que tu as sur téléphone, tu as la possibilité d'acheter du Bitcoin sans passer par un exchange centralisé. Si tu cherches les fournisseurs proposés, il y en a certains qui ne te demandent même pas de t'identifier, et ce qui te permet d'acheter du Bitcoin sans avoir à révéler ton identité. Bien que cela est partiellement vrai parce que du fait de payer par une carte bancaire, forcément il y a un suivi possible malgré tout, mais là il faut aller beaucoup plus loin dans les recherches pour pouvoir te tracer. Il y a d'autres façons d'avoir du Bitcoin en passant par le Darknet qui permet sur le coup d'être 100% anonyme, mais tu comprends bien que cela n'est pas ouvert à l'ensemble de la population. Ce sont des manipulations à risque et relativement complexe pour monsieur tout le monde. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo t'a intéressé. J'espère évidemment que tu as liké la vidéo. Il est important de revenir parfois sur les bases évidemment des crypto-monnaies. N'oublie pas le petit like sur la vidéo. Si tu as une question, tu n'hésites pas, il y a les commentaires pour ça. Inscris-toi évidemment sur C0 Academy et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0 Academy.